Hey! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo update lecture pour rattraper un petit peu tout ce que j'ai lu depuis l'été dernier. Alors il n'y aura pas tout en détail parce que j'ai essayé de me concentrer sur des suites de sagas, que ce soit en tant que roman ou BD, etc. J'essaie d'en lire le plus possible pour être à jour dans ce que je lis. Par contre j'ai lu énormément de bouquins dont je vous ai jamais parlé à part en book haul, parce que forcément j'ai dû les acheter un jour et que je vous présente tout ce que j'achète. Et par contre tout ce que je vais vous faire ce sera des mini-chroniques parce que j'ai énormément de bouquins à vous présenter et que j'ai pas le temps de tout faire. Sinon cette vidéo durera 1h30 et je veux juste me débarrasser des plus vieilles lectures pour pouvoir recommencer sur des bases saines en 2019. Voilà, donc j'ai beaucoup de livres à vous présenter, il n'y aura pas d'ordre particulier. Je vais juste commencer avec une de mes dernières lectures parce que, comme c'est encore frais dans ma tête, j'ai besoin de vous en parler tout de suite, en espérant que ça dure pas trop longtemps. C'est The Cruel Prince de Holly Black, donc c'est la femme qui a fait And I Darken, je crois. Dans le doute, je mets une parenthèse sur ce que je viens de dire parce que je ne suis pas sûre, mais je vais quand même vérifier, il n'y a pas écrit. Ah non, il n'y a pas écrit. C'est du VO, rien n'a été traduit encore. Il me semble que les droits n'ont même pas encore été achetés, mais c'est une saga très populaire, donc il y a des chances qu'on la voit en France un jour. Le tome 2 est déjà sorti, l'anglais est assez accessible si vous avez déjà lu de la fantasy. On suit une jeune femme qui s'appelle Jude et sa sœur jumelle et sa grande sœur qui vivent paisiblement avec leurs parents, qui vont se faire assassiner sous leurs yeux, et emmener au pays des féeries. Alors je ne lis pas énormément de livres dans cet univers, du coup je ne sais pas la traduction de féerie en anglais, en français. Est-ce qu'on dit fée ou est-ce que c'est féerie quand même? C'est F-A-E-R-Y ou I-E-S, et du coup, je ne sais pas. Tout ce que je sais sur les féeries, c'est qu'ils sont super forts, super puissants, qu'ils ne peuvent pas dire de mensonges, et qu'ils ont les oreilles pointues comme les elfes, avec des petits poils au bout. Et donc, Jude et sa sœur, et sa grande sœur, vont apprendre à vivre dans ce monde, et il y aura un prince qui s'appelle Cardan, harceleur, archi méchant, qui va faire de la vie de Jude un enfer. Donc Cardan et Jude, ce sont les persos principaux. Bon, c'est moche ça. Donc Jude et Cardan sont les personnages principaux de cette saga. Pour la faire courte, j'ai bien aimé l'univers, mais il y a des choses qui m'ont hérissé les poils du menton. Je les ai notées, donc je sais pas si vous voyez d'ici, mais il y a quelques couleurs dans ce bouquin. En jaune, c'était quoi en jaune? En jaune, donc 2 passages dans le bouquin, c'est quand Cardan est un innommable fils de pute. Et je comprends pas parce qu'en fait on est censé nous le faire aimer, et en fait pendant les 3/4 du livre, il est horrible. Horrible. En violet, là j'ai noté un passage où Jude nous dit que oh bah c'est trop bien d'être une féerie, je suis trop triste d'être une humaine parce que les féeries ne font pas pipi. Waouh. Lourd. Il y a un autre passage violet, donc un autre passage où Jude est insupportable. Ah ouais. Je peux pas vraiment vous en parler parce que c'est vers la fin du livre, mais en tout cas c'est ridicule. En gros, elle peut se permettre de poser des questions à quelqu'un, et comme les féeries ne peuvent pas mentir, ils sont obligés de répondre, et les questions qu'elle pose sont ridicules. Et enfin, j'ai 3 petits post-it bleus qui sont what the fuck, qu'est-ce qui se passe, comment on est censé me faire accepter ça, et là par contre c'est un spoiler, donc je ne vous le dirai pas. En gros, l'univers était sympa, mais ça m'a pas suffi parce que les personnages principaux sont insupportables. Jude, elle est ridicule, elle pense qu'elle est hyper badass, alors que c'est une nobody, la meuf, elle sait rien faire, franchement elle sert à rien, et voilà, j'ai pas kiffé. Je lirai peut-être la suite quand même, mais je ne sais pas encore. En tout cas, j'ai bien aimé la couverture. Il faut bien trouver un point positif. Je continue avec Silo, que j'ai lu il y a vachement longtemps, en octobre, quelque chose comme ça. C'était quand j'étais rentrée. Oui, je crois que c'est le premier livre que j'ai lu en rentrant de Corée. Dans Silo, donc c'est Hugh Howey qui a écrit ça. Il y a plusieurs tomes, il y a des préquels, il y en a dans tous les sens. On suit des gens qui vivent dans un silo, la surface de la Terre est empoisonné, on peut plus y respirer, on ne peut plus y vivre. Et les gens se sont réfugiés dans un silo. En fait, c'est un silo de blé, sauf qu'il est gigantesque, il fait des centaines d'étages, et il y a tous les gens qui vivent à des étages différents. Il y a par exemple... T'es pas obligé de me donner des coups avec tes grosses pattes, Kinju, merci. Il y a des strates, en gros, en bas, c'est genre tout ce qui est mécanique et ce qui fait fonctionner le silo. Au milieu, c'est, je sais plus exactement, genre en haut c'est le pouvoir stratégique, la police, etc. Et on suit une femme qui va être la nouvelle shérif et qui va se rendre compte qu'il y a des choses bizarres qui se passent dans le silo avec les gens qui ont le pouvoir, et qu'il y a des choses qui sont cachées à la population, et elle va essayer de dénouer tous ces mystères. On suit plusieurs personnages, c'est plutôt sympa, par contre c'est vraiment une grosse bricasse. Je pense qu'il y a 200 à 300 pages superflues.
À la fin ça devenait vraiment long, il se passe pas grand chose pendant un long moment. Plus comment ça se termine, je sais que je lirai pas les autres bouquins de la saga et les autres bouquins de l'univers parce que ça m'a suffi. Voilà, dans le genre dystopique, adulte, apocalypse, etc. c'est plutôt pas mal. Je passe ensuite au Cirque des rêves d'Erin Morgenstern. Que dire? Je suis passée 100% à côté de cette lecture. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que c'était déjà le cas à ma première lecture. Je m'étais arrêtée à la page 111. Là, il y a mon petit marque-page de l'époque. Ça devait être genre en 2012, et je l'ai relu. Donc je l'ai lu en entier, cette fois-ci je me rappelais pas du tout de l'histoire. On suit un cirque itinérant et des gens qui sont fascinés par ce cirque, plusieurs personnages, plusieurs histoires qui se croisent. C'est très poétique, et il y a un style très particulier qui fait que j'ai pas du tout réussi à m'attacher à un quelconque personnage. Il y en a aucun qui m'a fait kiffer, il y a rien du tout qui m'a fait rêver. Et le cirque, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais c'est un univers assez cher à mon cœur parce que j'ai pendant longtemps fait, on va dire, du cirque. Quand j'étais petite, j'en ai fait 4 ans, je crois. Je sais jongler, je sais marcher sur une boule, j'ai fait un peu de funambulisme, j'ai un monocycle chez mes parents, etc. J'ai toujours été fascinée par les cirques. J'ai passé des soirées merveilleuses en regardant des spectacles, et j'adore ça, le cirque. Je trouve ça fantastique. Je suis le genre de personne qui pourrait regarder tous les samedis soirs le plus grand cabaret du monde. Enfin bref, trop d'informations. Et là, je suis passée complètement à côté. Il y avait rien de magique, à part l'univers en lui-même. Parce que le cirque est un peu magique. Mais voilà, il y a... Ouais, il y a une histoire d'amour en plus, chelou. On comprend rien pendant les 3/4. Je comprends pas comment les gens aiment autant ce bouquin. Je suis passée complètement à côté. Dans le genre complètement passé à côté, il y a aussi Le goût amer de l'abîme de Neil Shusterman, qui écrit sur le handicap de son fils. C'est une fiction, mais il écrit sur son fils, qui est touché par des visions, toujours ailleurs dans un autre monde, etc. Et du coup, on va suivre un personnage qui est à la fois dans notre réalité et à la fois dans un autre monde sur un bateau avec des pirates. Tu le sens décrocher au fur et à mesure que le livre avance. Tu vois qu'il y peut rien, qu'il s'en rend même pas compte, qu'il y a des événements qui sont semblables dans les deux mondes, mais tu comprends pas trop la logique. J'ai encore une fois pas réussi à entrer dedans cette fois-ci. Pourtant, j'étais dans des bonnes conditions pour le lire. Hein. J'ai mis genre 2 semaines à le lire alors qu'il est très court et écrit gigantesquement gros. Je pensais que ça serait un bon livre pour la représentation. Après, encore une fois, moi, j'ai pas de problème de ce type dans lesquels je peux m'identifier. Je connais personne de mon entourage dans ce cas, donc du coup, peut-être qu'en fait, en tant que non concerné, ça m'est passé à côté. Je ne sais pas. En tout cas, ouais, ça a un peu floppé pour moi. On va passer sur une note positive parce qu'il y a des livres que j'ai envie de vous présenter qui sont bien. Hein. Il n'y a pas que du mauvais. Enfin, du mauvais. Du bof. Je vous en parlerai dans mon book haul de la semaine prochaine, mais j'ai eu pour mon anniversaire plein de bouquins, dont Le sommet des dieux de Jiro Taniguchi, que j'arrive cette fois à sortir du premier coup parce que j'ai tellement galéré dans mon book haul. C'est extrêmement fantastique, absolument génial, mais ça parle d'alpinisme. Je ne suis pas alpiniste, je ne me suis jamais intéressée à la question, j'aime bien faire un peu de randonnée de temps en temps, mais pas trop longtemps parce que j'ai des problèmes de tendon d'Achille qui font que j'ai mal quand je marche. On va grimper des montagnes dans cette histoire, pour la faire courte. Parce que court, j'ai pas le temps. On suit un mec qui est photographe et qui suit des expéditions d'alpinisme, qui se retrouve au Népal, qui rencontre un mec, et il retrouve aussi un appareil photo qui aurait pu appartenir au premier Jean, ils étaient 2, un photographe, un mec, qui ont peut-être grimpé l'Everest les premiers, mais personne ne sait parce que ils sont décédés, donc on sait pas s'ils sont allés jusqu'en haut ou pas. Mais le mec a retrouvé l'appareil photo. L'appareil photo se fait voler, il disparaît, et après on part sur une enquête de qui est qui a fait quoi dans sa vie, qui est ce mec étrange qu'il a croisé à Katmandou, qui est peut-être un ancien alpiniste, et flashback sur flashback, et on suit des grimpés, et c'est fantastique, t'as froid, tu sens le vent, les paysages sont à couper les souffles. Jiro Taniguchi, j'avais rien lu de lui à ma connaissance. Non, j'ai rien lu de lui. Chaque planche de montagne, les gars, c'est incroyable. Il faut que je pense à vous faire des close-up. Il faut que je pense à faire des close-up. C'est magnifique. Et l'histoire est hyper entraînante et pourtant ça parle de glaciers, d'Everest, de K2 et maintenant je peux me dire experte dans le domaine. Il y a plus de tomes que 2, j'ai acheté le 3e, je sais qu'il y en a au moins 5, je ne sais plus. En tout cas, ils sont exceptionnels et je vous recommande grandement de les acheter et de les lire. J'ai lu The Secret History. J'ai pris le temps, j'ai mis genre 1 mois et demi, 2 mois à le lire. Ça a été très long parce que c'est
très long, écrit tout petit, et je l'ai lu en anglais aussi, donc c'est ce qui a aussi retardé ma lecture. C'est un anglais sophistiqué, c'est un anglais que je ne possède pas, donc le début a été assez difficile pour moi, parce que l'anglais j'arrive à le gérer dans la vie quotidienne, au travail, mais par contre l'anglais littéraire, c'est compliqué. Du coup il a fallu m'habituer, j'ai mis genre 100 pages à m'habituer, les chapitres étant extrêmement longs, j'avais l'impression que ça me prenait une éternité. Pour dire, je crois le premier chapitre il fait genre 70 pages, un truc comme ça. Ça parle d'une bande, enfin d'une classe de jeunes qui apprennent le grec à l'université, sous un professeur qui est très attaché à eux et qui veut genre leur montrer la beauté, la vraie façon de penser, la philosophie, tout ça. Tu sais qu'il y a un drame qui va arriver, et après on va parler de ce drame. Donc en fait c'est plus... c'est pas vraiment cette classe de jeunes qui apprennent le grec, c'est plus cette bande de jeunes qui manigancent pour s'en sortir. C'est très long, très contemplatif, mais à la fois très beau. Ça fait une douce ambiance universitaire à l'automne, avec des feuilles qui tombent. J'ai plutôt apprécié ma lecture, j'étais plutôt contente de l'avoir lu. Je pense que c'est pas fait pour tout le monde, je comprends qu'on puisse s'ennuyer absolument avec ce bouquin. Moi ça l'a fait. Ça a bien fonctionné, même si j'ai mis vraiment du temps à rentrer dedans et à apprécier les personnages et leur complexité, parce qu'ils sont tous hyper chelous. Mais voilà, bon bouquin. Je retourne sur une BD, cette fois-ci, c'est Shangri-La de Mathieu Bablet. Mathieu ? Je crois que c'est Mathieu. C'est Mathieu. Ce livre m'a été offert par une amie précieuse, et ça a été absolument fantastique. On va dire que c'était vraiment un grand voyage pour moi. On est dans l'espace, la Terre n'est plus viable, et la totalité de l'humanité se retrouve dans une station spatiale qui est uniquement contrôlée par une entreprise qui s'appelle Tianzhu, et qui en gros pousse les gens à faire un cycle infernal qui est travailler pour gagner des sous, pour consommer. Donc il faut travailler pour gagner des sous, pour consommer, etc. etc. Et comme ils possèdent absolument tout, ils contrôlent absolument tout. C'est-à-dire que ils savent tout ce que tu fais, constamment, il peut pas y avoir de révolution, etc. Il y a quand même des contestataires qui trouvent que c'est un peu n'importe quoi, mais la plupart de l'humanité trouve que Tianzhu, comme ils les font vivre, il faut que ça fonctionne comme ça. Et ils poussent à fond à la consommation pour pousser à travailler plus, etc. etc. Et il y a des personnages qui sont vraiment très chouettes, on suit notamment deux frères, parmi d'autres, qui ont des opinions un peu divergentes. Il y en a un qui se laisse vivre par l'entreprise, et l'autre qui est complètement contre et qui trouve que c'est une aberration. Et ça parle d'énormément de problèmes de société, donc le problème de consommation, le capitalisme, je sais pas si on peut dire du racisme. En gros, il y a des animaux qui ont été transformés pour être mi-animaux, mi-humains, sauf qu'ils se font taper sur la gueule parce que c'est genre ils nous piquent notre travail, on n'a pas besoin de vous, les animoïdes, je crois qu'ils appellent ça comme ça, ça sert à rien, etc. Vous êtes une aberration de la nature, etc. etc. C'est magnifiquement dessiné, c'est absolument sublime. Les images sont phénoménales, surtout quand on voit la Terre, des explosions, tous les détails qu'il y a dans chaque case, c'est impressionnant. On a par exemple un plan large d'une salle quelconque, et il y a partout des petits détails. Franchement, c'est vraiment un super travail exceptionnel, je suis ravie de l'avoir lu. Trop belle découverte, et je vais suivre de près ce que fait Mathieu Bablet à partir de maintenant, parce que pareil, c'est sûrement un grand classique, mais je ne connaissais pas. Parce que booktubeuse en carton, en tout cas ça peut être un super cadeau si jamais vous cherchez une BD à offrir. Je vous parlais rapidement de Nevermore de Jessica Townsend, c'est le tome 1, les défis de Morrigan Crow. On suit une petite fille qui s'appelle Morrigan, qui le jour de ses 11 ans est censée mourir pour le bien de l'humanité, en gros, parce qu'elle est née le mauvais jour, donc elle doit mourir. La prochaine ère, enfin bref, bon, pas besoin des détails. Elle se fait plus ou moins sauver pile au moment où elle est censée mourir par un mec qu'elle ne connaît pas, qui l'emmène dans un autre monde qui s'appelle Nevermore, nous le titre machin. C'est pas vraiment un nouveau monde, c'est juste un monde parallèle à son monde. Donc elle est contente de vivre, par contre elle va être obligée de suivre des épreuves pour faire partie d'une entreprise, et on va suivre dans ce premier tome les épreuves. Donc il y en a 3, 4, je sais plus. C'était une lecture plutôt sympa. Malheureusement pour moi, je l'ai lu dans un moment où j'étais pas dans un mood de lecture, et où je me forçais un peu à lire, et ça c'est vraiment dommage, donc je pense que je le relirai à l'occasion dans 10 ans. L'univers est sympa, les personnages sont cool, mais ouais, j'ai eu du mal à rentrer dedans et à être à fond, et ce qui est le cas de tout le monde qui lit ce bouquin, sauf moi en fait.
Donc je pense que je suis vraiment passée à côté et c'est dommage. Vous savez, des fois c'est comme ça, c'est le mood, on n'a pas envie mais on se force quand même et du coup c'est dommage. Mais je pense que j'aurais pas dû le lire et j'aurais dû attendre un petit peu, mais bon voilà. Si jamais vous cherchez de la fantasy jeunesse, je pense vraiment que ça peut plaire à beaucoup de monde. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Je garantis pas, vu ce que j'en ai pensé, qu'il n'y ait rien de négatif, mais rien d'extrêmement positif non plus. C'était quoi le début de ma phrase? Ça m'arrive tout le temps. Bref, je pense que ça peut vous intéresser si vous cherchez de la fantasy jeunesse. Du coup, regardez. Oh, il faut que je vous parle de celui-là. Ah, c'est à l'envers. Just One Day de Gail Forman, qui m'a été recommandé par la même amie qui m'a fait lire Shangri-La. C'est un des rares bouquins que j'ai eu envie de jeter par la fenêtre du 7e étage après l'avoir terminé. C'est aussi le cas de... j'ai complètement oublié son nom. Le truc là, avec... où tout le monde pleure, là, avec Lou, et le monsieur tétraplégique là... Waouh. Même vous, vous savez de quoi je parle. Avant toi! Je parlais donc d'Avant toi de Jojo Moyes. Donc, je vous parle de Just One Day. C'est une jeune fille qui est en voyage en Europe, en tour itinérant avec une de ses copines. Elle va rencontrer un mec totalement aléatoirement et décider de passer une journée à Paris avec lui alors qu'elle est censée être à Londres. Ils ne se connaissent pas du tout et elle décide de le suivre, donc déjà moins un point pour ce bouquin, parce que pourquoi ? Quitte à aller à Paris, autant le faire toute seule et pas avec un mec complètement creepy que tu connais même pas alors que lui connaît la ville et qui pourrait te faire n'importe quoi. Ils vont passer une très bonne journée, heureusement. Par contre, quand il est temps de partir, il est introuvable. Donc elle pense qu'il lui a fait à l'envers et elle va retourner vivre aux États-Unis. Sauf que ces abrutis d'idiots, ils se sont même pas donné leur nom de famille et elle va absolument le retrouver parce qu'elle est complètement folle de lui. S'ensuit le passage le plus chiant de l'histoire de bouquin qui concerne les 3/4 du bouquin. C'est elle à l'université pendant 1 an, pendant lequel il ne se passe rien du tout. C'est l'ennui total. La fin de ce livre est abominable. Tout l'intérêt de ce bouquin tenait dans la fin. Est totalement décevant. L'instinct de préservation n'existe pas dans ce bouquin. Ni la bonne humeur, ni la bien-pensance. Je l'ai trouvé totalement ridicule et j'ai trouvé ça très nul. J'ai pas dit le nom français, je crois, qui s'appelle Pour un jour avec toi. Il y a une suite et même un 3e tome. Je ne les lirai pas. Je continue avec 10 jours avant la fin du monde de Manon Fargeton. Manon Fargeton, je suis très triste parce que les livres que je lis d'elle me déçoivent toujours un petit peu. C'était le cas avec Les sorcières de Savloire. Je ne sais plus ce que j'en pensais, mais ma chronique existe sur ma chaîne. Donc il suffit de taper sur la barre de recherche YouTube pour connaître mon avis. Parce que moi-même je ne sais plus ce que j'en disais, je sais juste que c'était pas ouf ouf. Et ici aussi c'était pas ouf ouf du tout, parce que c'est pas du tout une lecture qui m'a intéressée, qui m'a entraînée. Pourtant c'est apocalyptique et j'adore l'apocalypse dans les lectures. Dans cette histoire, il y a la Terre qui est en train d'exploser. Ça part du méridien. On dit des méridiens quand c'est genre comme ça, du Japon. Genre... ça part du méridien, mais je sais pas si le méridien c'est comme ça ou comme ça. Bref, ça part du méridien vertical dans le Pacifique près du Japon. Et ça fait le tour de la Terre des 2 côtés en fait. Et ça va finir dans l'ouest de la France, genre au bout de la Bretagne. Donc en fait, tous ceux qui veulent vivre le plus longtemps possible vont essayer de se retrouver à ce point-là. Et on va suivre plusieurs personnages qui vont se rendre à ce point-là et dont les destins vont se croiser. Je vais avouer quelque chose. Le bouquin, j'en ai vraiment lu ça. Après, j'ai sauté ça, et j'ai regardé comment ça se terminait. J'ai regardé, juste pour savoir si ils trouvent une solution ou pas, s'il y en a qui arrivent à s'en sortir ou pas, etc. Si j'ai sauté toute cette partie, c'est parce que j'ai pas du tout accroché avec les personnages. Il y a notamment un couple qui m'insupportait, un mec pour lequel j'avais aucun feeling, et il y avait une meuf... ça va. Mais j'avais aucune attache avec ces personnages. Il y a des passages plus longs, genre il y avait le couple en question, il y en a un des 2 qui est écrivain. Et l'écrivain, on écrit, on lit des passages de son livre, mais c'est pas des passages qui m'intéressaient, je trouvais ça lent. Donc je suis tristesse parce que Manon Fargeton, c'est une autrice que j'ai envie d'adorer, surtout que je sais qu'elle est hyper cool, parce que par oreille interposée, on me dit, j'entends des choses. Et je sais qu'elle est très sympa. Par contre, j'aime pas trop pour l'instant ce que j'ai lu d'elle, malheureusement. Voilà. Mais par contre, elle a encore des chances. J'ai quand même envie de lire
Les illusions de Savloar, pas les sorcières de Savloar. J'ai envie de lire L'héritage des rois passeurs, et j'ai envie de lire le truc qu'elle a sorti avec les deux jeunes qui veulent se donner la mort. Grosse ambiance. J'enchaîne avec L'âme du mal de Maxime Chatham. Maxime Chatham, si vous vous rappelez, j'avais lu 2 de ses bouquins, La théorie Gaïa et un autre de la trilogie. Donc j'ai lu celui avec l'île et les gens qui s'échouent dessus, et un autre, ah oui, avec la fille qui a un plancher transparent avec des caves en dessous. Dans L'âme du mal, on suit un mec hyper ténébreux, un peu lourdeau-balourd, trapu et tout, qui est nouveau dans le service de la police criminelle, machin, qui va capturer, enfin, qui va trouver un tueur en série et sauver sa dernière victime. En fait, le tueur en série qui était mort n'est pas si mort que ça. Il me semble que c'est un des premiers bouquins de Chatham, donc je vais lui accorder le bénéfice du doute. Pour moi, Chatham, ça l'a pas encore fait du tout. Les 2 premiers, j'avais pas du tout aimé, là j'ai pas du tout aimé non plus. Et il y a un passage, je suis obligée de vous le raconter, parce que j'ai hurlé. Bon, j'étais dans le métro, donc j'ai pas hurlé, mais j'ai levé les yeux au ciel tellement fort, et j'ai posé la question sur Twitter et à une amie proche qui est dans ce cas. À un moment, il y a une personne qui prend un bain, ses seins flottent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Un sein, c'est de la graisse et de la peau, il n'y a pas d'air dedans. Donc un sein, ça tombe. C'est gravitationnellement vers le bas, même dans l'eau. Donc j'ai demandé à mes amis qui ont des boobs, parce que je suis plutôt mal fournie en la matière. Mes amis à forte poitrine m'ont confirmé que les seins tombent dans un bain, dans l'eau. Ça ne flotte pas. Voilà, donc c'était le petit passage que j'avais envie de vous raconter. Maxime Chatham pense que les seins flottent. Je trouve ça à la fois très poétique et bête. Donc ok. Ah oui, et la fin de ce bouquin, les gars. La fin de ce bouquin. Mais waouh, il y a du niveau là. Hein. Ouh, ça, c'était pas top. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue et que ces chroniques n'ont pas été trop ennuyeuses et aussi pas trop peu fournies. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Bye!